Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons revenir sur l'intervention du président de la République hier soir. Je ne vais pas... Comment dire ? Je ne vais pas insister sur le commentaire. Ce qui m'intéresse sont les faits. C'est ce qu'a dit le président de la République hier soir. Nous allons réfléchir et essayer de voir ce qu'a voulu dire le président de la République hier soir avec deux invités qui sont avec nous. Nous allons débriefer en quelque sorte. Léo Walter, qui est député LFI des Alpes de Haute-Provence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Christopher Weisberg, qui est porte-parole Renaissance à l'Assemblée et député des Français établis hors de France, l'Amérique du Nord. Exactement. Bien bonjour. Ça. Bien. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors, évidemment, on va beaucoup parler d'école. Léo Walter, vous connaissez, vous avez été directeur d'école élémentaire. Tout à fait. Dans les quartiers nord de Marseille. Donc, on va beaucoup parler d'école. Le président de la République en a beaucoup parlé. Et ce matin, j'étais avec Aurore Berger et je lui disais, moi, il y a une phrase qui m'a frappé du président de la République, nos enfants vivront mieux demain. C'est ce que j'ai entendu hier soir. Mais comment est-ce que nos enfants vivront mieux demain ? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Comment ? En ce qui concerne l'école, alors là, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, j'ai eu l'impression de retrouver la campagne électorale de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait voté. Ça, c'est une petite anecdote, petite info que je vous donne, avait voté Jean-Pierre Chevènement en 2002, à la présidentielle. Ce qui était étonnant. Enfin bon, il ne le dit pas, mais je vous le dis, moi. Donc, j'ai eu l'impression de retrouver la Marseillaise. On chante la Marseillaise à l'école, c'était du Jean-Pierre Chevènement. La tenue à l'école, Jean-Pierre Chevènement l'a souhaité. En fait, le retour des rites à l'école, c'est ce que souhaitait Jean-Pierre Chevènement. C'est ce que souhaite le président de la République. Qui veut commencer ? Le retour des rites à l'école, c'est nécessaire ou pas ? Léo Walter. Alors, quelques petites précisions tout d'abord. Oui. Je n'étais pas directeur d'école dans les quartiers nord de Marseille. J'étais conseiller principal d'éducation dans les quartiers nord de Marseille. Je suis devenu ensuite instituteur et directeur d'école dans les Alpes de Haute-Provence. Dans les Alpes de Haute-Provence, alors, pour répondre à votre question, moi je pense effectivement qu'on a eu par Emmanuel Macron hier une peinture de l'école tout à fait sépia, avec des propositions. On nous parle d'un gouvernement rajeuni, d'un gouvernement jeune, on nous parle d'audace, etc. Et les propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron hier sentent bon, effectivement, le XXe siècle. Vous parlez de Chevènement, on pourrait parler y compris d'un logiciel scolaire très à droite et beaucoup plus à droite que ça. Alors, vous me demandez si les rites sont importants à l'école, bien entendu. Oui. Et les rituels sont importants. Les rituels, oui. C'est tout à fait important. Mais la question aujourd'hui, c'est de quoi a besoin notre école. Et moi, je pense que ce dont a besoin notre école, ce ne sont pas de rites ou de rituels réinventés, parce que très franchement, apprendre la Marseillaise, c'est déjà fait. On parlait de cérémonie de remise des diplômes. Oui, cérémonie de remise des diplômes. Ça se fait déjà très largement. Moi, j'assiste régulièrement à la cérémonie de remise des brevets du collège du secteur de Niozelle, de Fort-Calquier où j'habite. Donc, ça, c'est vraiment des vieilles recettes. Ce sont vraiment de vieilles recettes rebattues. Moi, je pense que ce dont a besoin l'école aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de professeurs, d'enseignants, de conseillers principaux d'éducation, d'assistantes sociales, etc., etc. Donc en fait, on nous présente comme des solutions quelque chose qui est un habillage un peu réactionnaire. C'est un retour aux fondamentaux, d'une pénurie. À certains fondamentaux. Christopher Weisberg. Alors moi, je vois pas les choses comme ça parce que vous savez, je suis député des Français d'Amérique du Nord. Et il se trouve que j'ai connu l'école aux États-Unis, l'école en France. Oui. Et aux États-Unis, le bien-être à l'école, ça passe aussi par des rituels, mais aussi par ce qu'a annoncé le président. Renforcer les enseignements artistiques, augmenter le sport à l'école. Et ça, je peux vous dire, alors, pour avoir connu les deux systèmes obligatoire en 5e. Hein, bah oui, mais ça change tout en fait, parce que apprendre un texte en français, c'est parfois un peu abstrait pour les élèves, et quand c'est humanisé et quand on peut jouer des textes, et ben ça permet d'être beaucoup plus en phase avec les choses. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, où le niveau est pas forcément meilleur qu'en France, même j'avais pu observer moi que le niveau était meilleur en France, mais le bien-être des élèves est beaucoup plus important. Et ça passe aussi par les cérémonies de diplôme, ça passe par cet habillage-là qui est pas un détail. Et l'un n'empêche pas l'autre, parce que ce que vous avez dit, Monsieur Walter, c'est aussi ce qui a été engagé. On a renforcé les classes, on a eu le dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires, on a eu l'augmentation des professeurs. Donc c'est évidemment ça qui est le plus important. Vous avez raison, mais ça n'empêche pas
que le bien-être à l'école, ça passe aussi par des rituels et par l'enseignement d'autres matières qui sont très importantes pour le bien-être des élèves. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que premièrement, on a l'impression d'inventer quelque chose. Moi, j'ai toujours fait du théâtre avec mes élèves. Il y a toujours eu du théâtre à l'école. Pas partout. Hein, ça, c'est le premier. Alors, pas partout, on peut toujours le dire. Mais la question, c'est si l'enseignement artistique est aussi important, et je suis tout à fait d'accord avec vous, pourquoi nos amendements, je pense en particulier à l'amendement de ma collègue Sarah Legrain, par exemple, sur le renforcement de l'enseignement artistique à l'école, a été balayé lors des discussions budgétaires sur l'enseignement scolaire. Donc en fait, on a l'impression qu'on a un effet d'annonce, c'est-à-dire on nous dit on va faire du théâtre, on va faire de l'enseignement artistique, on va faire plus de sport, etc. Très bien. Avec quels moyens? C'est la vraie question. Quand on a de moins en moins d'enseignants, quand on a de moins en moins de dotations horaires pour faire ces enseignements-là, je me dis très bien, mais avec quels horaires, avec quelles heures, avec quels moyens allons-nous faire ces cours de théâtre et ces cours d'expression artistique? Ce qui était intéressant aussi, c'est ce qui est essentiel et primordial pour les parents, parce que je pense beaucoup aux parents et aux enfants, évidemment, c'est la priorité, ce sont les remplacements des enseignants absents. Sur les absences de longue durée, c'est vrai que des progrès ont été faits. Le problème concerne les absences de courte durée. Est-ce que le président de la République a répondu à ce problème hier soir? Qu'en pensez-vous, Léo Walter? Alors, d'abord, c'est assez rapide de dire que les remplacements de longue durée, c'est réglé. Je ne dis pas que c'est réglé. Monsieur le président de la République a inventé hier, je trouve, un concept intéressant. C'est le remplacement ressenti. C'est-à-dire, lui, il dit, non, c'est bon, il y a 95% des remplacements qui sont assurés, mais ce n'est pas ce qui est ressenti sur le terrain. Des remplacements longue durée. En fait, ce n'est pas vrai. On avait, dès le début de l'année, dans 50% des établissements du second degré de ce pays, il manquait au moins un enseignant sur un remplacement de longue durée qui était prévu à l'avance. On sait que c'est un véritable problème. J'ai moi-même été remplaçant. On sait que les brigades de remplacement sont dramatiquement sous-dotées et qu'en fait, on a une espèce de jeu de domino, c'est-à-dire que très vite, les remplaçants qui sont prévus pour la courte durée sont affectés sur des remplacements de longue durée. Et puis, au bout d'un mois et demi, à peu près à tout ça, on n'a plus personne pour assurer les remplacements de courte durée. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le président ait cru bon hier de rassembler, de réunir une conférence de presse pour finalement ne faire aucune annonce, parce qu'en fait, tout ce qu'il a dit sur cette question des remplacements avait déjà été annoncé par Gabriel Attal quand il était encore ministre de l'Éducation nationale. Et accessoirement, nous avons fait des propositions fortes. Moi, j'étais porteur, par exemple, d'une proposition de loi dans cette rentrée pour assurer un corps de remplacement qui soit égal à 10% des postes dans chaque matière et à chaque niveau. Cette proposition de loi n'a pas été retenue par le gouvernement. De même, nous avons porté un grand nombre d'amendements dans les discussions budgétaires pour augmenter le nombre de remplaçants. De la même manière, ça a été balayé d'abord en commission, puis par le 49.3. Léo Walter, je vais donner la parole à Christopher Weisberg, mais les annonces de Gabriel Attal, c'est vrai que le président de la République en a peu parlé hier soir, mais elles avaient été faites. Notamment les classes de niveau, le redoublement annoncé, le renforcement du brevet du collège, du rôle du brevet. Christopher Weisberg. Mais c'est exact. Il y a rien de choquant. Encore une fois, ce qu'a annoncé le président, il a voulu annoncer un cap, il a changé d'équipe, mais la politique qu'on mène sur l'éducation, il n'y a pas eu un avant et un après conférence de presse du président. C'est la continuité de ce qui a été commencé par Gabriel Attal. Gabriel Attal a dit qu'il il prenait avec lui à Matignon aussi ces responsabilités-là sur le remplacement des professeurs. Je vois bien, je mène une mission en ce moment avec un de vos collègues, Léo Walter, Paul Vanier, sur le financement public de l'enseignement privé. Et on voit bien, c'est un sujet qui est... J'ai une question à ce propos. On en parlera. Mais il y a eu un progrès sur le remplacement. Mais je vois bien que dans le privé, parce qu'il y a un peu plus de flexibilité aussi, eh bien, il y a moins ce sentiment subi de professeurs absents. Et ça, c'est un travail sur lequel on doit réarmer le public et qu'on a commencé à faire sur les longues durées. On a parlé hier de la formation des enseignants. Il y a un sujet par rapport à la formation des enseignants parce que c'est évidemment indispensable, hein, comme tous les métiers. Les professeurs doivent poursuivre leur formation et souvent, c'est un peu au détriment sur certaines heures de cours. Alors, donc c'est normal d'adresser le sujet. Ce qui m'intéresse, et le président de la République, je regrette que la question ne lui ait pas été posée. La formation, il y a la formation de l'enseignant qui est déjà enseignant. Et puis, il y a comment devient-on enseignant? Et c'est vrai que c'est quoi, 6 années aujourd'hui pour... ça dépend. Est-ce que c'est, n'est-ce pas trop long? Je veux dire, est-ce que on a reparlé des écoles normales? Là encore, c'est la vieille République.
Oui, mais ça fonctionnait. Alors nous, on a des propositions très Ça claires sur fonctionnait. le pré-recrutement des enseignants. On a déposé 2 propositions de loi à ce sujet-là. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Weisberg, parce que ça me semble intéressant. Vous dites il y a pas d'avant et d'après la conférence de presse d'hier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cette conférence de presse? Parce qu'en fait, c'est la 2e fois, quand même, il faut le noter, et ça me semble un problème politique majeur. C'est la 2e fois, c'était le cas pour le 3e gouvernement d'Elisabeth Borne, que le président Macron prend les devants sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. On nous l'annonce pour le 30 janvier, c'est-à-dire dans 2 semaines. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, là, on va avoir des discussions au Parlement sans avoir la politique générale du Premier ministre. Ça a même été renvoyé par le président d'une manière un petit peu désinvolte, il me semble, à l'intendant. Mais ça, c'est du commentaire politique, ça. Non, c'est plus important que ça. Est-ce que vous pensez que les Français sont intéressés par le temps mis moi je pense que c'est extrêmement important, si vous voulez, qu'on ait un vrai Premier ministre. Nicolas Sarkozy avait inventé le collaborateur avec François Fillon. Là, on a Emmanuel Macron qui invente le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que Gabriel Attal est renvoyé à, on lui dit quels sont ses devoirs et ce qu'il devra faire dans 15 jours. Mais là, je suis pas d'accord avec vous. Justement, au contraire, moi je trouve que c'est très sain qu'on ait 2 semaines. Le Premier ministre, son rôle, c'est le chef du gouvernement, c'est le chef de la majorité, c'est celui qui s'adresse aux parlementaires. C'est normal qu'il ait, après avoir écouté la feuille de route du président, maintenant 2 semaines pour travailler avec les députés, pour avoir un discours de politique générale qui correspond aussi à leurs attentes sur l'exécution de la feuille de route. C'est très qui s'est adressé aux parlementaires hier et aux Français, c'est le président de la République, c'est pas le Premier ministre. Le président de la République, il s'est adressé aux Français hier. Et le Premier ministre, il va s'adresser à l'Assemblée nationale, il va faire un discours de politique générale par rapport à la feuille de route, et il a 2 semaines pour essayer de convaincre aussi. Moi, j'aimerais que vous soyez convaincus de temps en temps sur certains textes. Vous ne votez aucun texte avec nous. Même des textes qui parfois vont exactement dans le sens de ce que vous voulez. Sur les discriminations, par exemple, on a fait un texte qui était remarquable, bien travaillé, vous n'avez pas abstenu, vous avez voté contre ce texte. Donc maintenant, le Premier ministre, il va essayer d'aller convaincre les parlementaires, des groupes, à mon avis, les groupes républicains ont tout intérêt à essayer de négocier ce genre de choses. Vous avez décidé avec LFI de ne jamais négocier. Pourtant, vous pourriez. Et je vous encourage à le faire. Puisque je vous le dis, on a été le groupe qui a présenté, par exemple, sur les discussions budgétaires enseignement scolaire, donc sur l'école de la République, le plus d'amendements. Donc ne dites pas qu'on ne souhaite pas discuter. Simplement, vous avez présenté des amendements, mais vous n'avez jamais. Quel est le texte du gouvernement que vous avez voté ? Ah bah nous, pour le moment, on n'est pas d'accord avec l'orientation qui est portée par le gouvernement, et le tropisme de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, est clairement à droite. C'est pas moi qui le dis, ça a été souligné par toute la presse ce matin. C'est-à-dire que on parle de virage à droite, moi je parle tout simplement de renforcement, parce que je suis pas surpris par ce qui se passe. Mais non, on votera les textes quand ils iront dans le sens où nous pensons devoir aller. Il se trouve que pour le moment, la majorité qu'Emmanuel Macron n'a pas à l'Assemblée nationale, il va la chercher du côté de la droite, et même ces derniers temps de l'extrême droite avec le texte de la loi immigration par exemple. Donc le jour où il viendra chercher sa majorité à gauche, en allant dans le sens que nous prenons, peut-être que nous voterons des textes de la majorité. J'en doute sérieusement, parce qu'encore une fois, vous dites, c'est toujours pareil, vous avez des propositions, il faudrait qu'on prenne vos propositions, mais le travail, normalement, c'est de négocier certains points qui vont dans votre sens. On pourrait en intégrer au moins quelques-uns. C'est ce qu'a fait habilement les Républicains, parce que les Républicains, ils ont parfaitement conscience qu'on est en majorité relative et qu'on a besoin de trouver des accords avec eux. Vous pourriez parfaitement le faire, mais pour l'instant, c'est pas du tout la posture que vous adoptez. Il y a un sujet qui est, d'ailleurs, le président de la République en a parlé hier soir, un sujet depuis 2 jours dont on parle, c'est la natalité. La baisse de la natalité en France. On va en parler dans 2 minutes, 9h44. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Tiens, parlons des écoles privées sous contrat, Christopher Weisberg, puisque vous travaillez sur une mission. L'école collège-lycée Stanislas, où vont les enfants d'Amélie Oudéa Castéra. C'est son choix, je ne vais pas le commenter, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand même, ce rapport, ce fameux rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, vous l'avez lu ce rapport ? Oui, alors pour tout vous dire, je l'ai pas lu en entier, mais ça faisait longtemps que je le cherchais. Il est sorti, j'avais lu pas mal d'articles, j'avais lu l'article de Mediapart, j'avais lu l'article du Monde, et je suis en train de regarder, parce que c'était une demande avec mon collègue. Bon, je suis en train de le lire. La curiosité tout de même, c'est que ce rapport était sur le bureau de Gabriel Attal dès cet été, et que jusqu'à maintenant, ce rapport n'a pas été diffusé. Ce qui est un peu gênant, je vous le dis sincèrement.
Vous êtes d'accord avec moi, Christopher Weisberg? Non, mais je vais vous dire des choses. C'est un sujet qui est très important parce que encore une fois, vous l'avez dit, la querelle public-privé aujourd'hui, je pense qu'elle est assez atténuée. Par contre, on va pas revenir sur cette querelle. Sur la loi de Vaquet, revenir là-dessus. Aujourd'hui, la liberté de choix, elle est acceptée et c'est important, je crois. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les établissements sous contrat sont financés par le public, notamment sur les enseignants, en partie à 80%. À peu près à 80%, 79%. Entre 70 et 80%. Ce qui est intéressant, alors dans les autres pays, sachez que nous, on est au milieu, dans les pays de l'OCDE, la Belgique, l'Italie sont à 100%. Aux États-Unis, il y a plein d'écoles publiques qui sont financées, d'écoles privées, pardon, qui sont financées par le public. Donc c'est pas une exception française. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est que quand on me donne 80% de financement public, il faut qu'on contrôle. Et là-dessus, il y a énormément de progrès à faire. Il faut beaucoup plus de contrôle. Et ça fera partie des propositions que je vais rendre avec Paul. Le rapport. Cours d'enseignement catholique obligatoire. C'est non conforme avec la loi. Propos homophobes, anti-avortement, promotion de thérapie de conversion, des propos anti-IVG. Donc, un catéchiste a même parlé d'interdiction des relations sexuelles avant le mariage. Si c'est confirmé, si l'inspection, si ce rapport de l'inspection, encore une fois, de l'éducation générale de l'éducation nationale, si ce rapport est vérifié, si les faits sont avérés, comment ne pas mettre fin au conventionnement ? Alors, mais je vous pose la question. Vous savez ce qui se passe ? Le déconventionnement, au fond, c'est la sanction ultime. Et normalement, ce qui se passe, c'est que fort de ce rapport, il doit y avoir une négociation avec Stanislas pour qu'elle change son comportement. Et de deux choses une, soit ils arrivent avec des propositions très claires en disant on va mettre fin à ce que vous avez décrit qui est proprement scandaleux, discrimination, et discriminatoire, inégalité entre l'homme et la femme. Et donc ce travail-là, il va être fait. C'est le travail du moment. Ça veut dire soit ils se conforment à la loi et aux obligations qu'ils ont avec ce contrat, soit en effet ils seront déconventionnés. Alors vous dites, Monsieur Bourdin, si c'est avéré, le fait est que là on a un rapport, donc c'est avéré. Et effectivement, je rejoins mon collègue là-dessus. Il faut effectivement demander des comptes à la direction de Stanislas. Et vous avez parfaitement raison. Ce conventionnement doit être dénoncé si ils ne peuvent pas apporter la preuve qu'ils ont changé clairement là-dessus. Après, je voudrais revenir sur un petit mot que vous disiez. Vous disiez le problème, c'est pas les choix personnels de la ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rappelle quand même que discuter les choix personnels de tous ceux ou toutes celles qui votent pour vous. On est tout à fait d'accord. La première question qui a été posée à la ministre et qui a amené à la polémique ensuite, elle portait justement sur ce qui était enseigné à Stanislas et la façon dont on enseignait à Stanislas. Et c'est elle qui a choisi de placer ça sur le plan personnel et d'enchaîner sur cette polémique publique-privée. Elle a enchaîné ensuite sur un mensonge, etc. Donc il faut arrêter de penser. Il y a un certain nombre de commentateurs qui disent on accuse la ministre sur cette question de ses choix. C'est pas ça du tout la question. La question est pas de savoir si elle a le droit ou pas. Elle a bien entendu le droit de mettre ses enfants dans le privé. La question est peut-elle rester ministre de l'Éducation nationale avec les propos qu'elle a tenus sur l'éducation nationale. Bien. Nos enfants vivront mieux demain. Je reprends, encore une fois, la promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce que nos enfants vivront mieux demain si les parents qui travaillent continuent à ne pas voir à la fin du mois les fruits de leur travail? C'est l'une des questions essentielles, Christopher Weisberg. Parce que moi, je veux bien, ça fait des mois que j'entends le pouvoir, et c'était vrai avec d'autres gouvernements, nous dire la vie va s'améliorer, ça sera mieux, on travaille sur des augmentations de salaire. Oui, mais enfin, les Français ne voient rien venir. Déjà, attendez, faut pas exagérer. Le SMIC a été augmenté. De 20% du SMIC en 6 ans, le SMIC a été de manière réglementaire. De manière réglementaire, parce qu'on a fait le choix en France, encore une fois, d'annexer ça à l'inflation. Donc, je pense aux Français. Ça, c'est le salaire minimum. Je pense aux Françaises et aux Français qui gagnent 2000 ou 2500 euros net par mois. Mais ce sont ces Français-là, ceux qu'on appelle les classes moyennes. Je n'aime pas trop cette expression, mais ce sont ces Français-là qui souffrent le plus. Donc qui ne voient pas à la fin du mois le fruit de leur travail. Mais c'est tout l'objectif. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont été faites. Il y a eu plein de primes qui ont été accordées. Mais aujourd'hui, il faut généraliser les choses. Je vous dirais deux choses. La première, c'est que, encore une fois, je suis député des Français de l'étranger, donc ma perspective, elle est forcément un peu comparative. Oui, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est vrai qu'en France, parce qu'on a un modèle social qui est fort, ce modèle social coûte cher. Il coûte cher, mais
on a l'éducation, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne éducation, on a la santé, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne santé, on a des services publics qui sont intégrés aussi dans nos salaires. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où les salaires sont beaucoup plus importants, mais il faut payer ces services. Exactement. Ça veut dire qu'il faut toujours corréler les deux choses. Un, bien sûr, que les gens vivent mieux, que le rapport à l'inflation soit toujours en perspective et améliorer ça par rapport à l'inflation. Mais il faut aussi que nos services publics soient excellents parce qu'ils sont internalisés dans les salaires. Et donc il faut à la fois avoir de bons services publics et aussi donner des perspectives aux salariés. Il y a tout un travail. On en a parlé sur tous les sujets. Vous savez, sur les retraites, il y a eu l'enjeu aussi du travail senior, sur comment on peut valoriser les carrières. C'est ça l'important, c'est de valoriser les carrières. Comment faire que le travail paie mieux ? Alors, comment faire en sorte que le travail paie mieux ? Alors, vous disiez tout à l'heure que nous ne souhaitions pas co-construire. C'est pas tout à fait juste. Dans notre niche parlementaire, on a porté justement une proposition de loi sur la question de l'indexation des salaires et non pas seulement du SMIC sur l'inflation. Bon, pas adopté. On a porté des propositions sur le blocage des prix qui avaient failli être adoptées sur un certain nombre, qui ont été adoptées dans l'hémicycle sur un certain nombre de points et puis qui ont été rejetées à 6 voix au dernier moment. Et puis, on a porté une proposition de loi forte qui a été adoptée et qui est à votre disposition, à la disposition de la minorité présidentielle sur justement le réarmement, puisqu'on parle de réarmement des services publics avec le retour à un accueil physique dans tous les services publics de notre pays. Et donc cette proposition de loi, elle est sur la table. Moi, je vous propose que on pousse cette proposition de loi, que ce soit au Sénat puis ensuite à son retour à l'Assemblée, de manière à ce qu'elle soit appliquée et applicable. Une proposition de loi portée par ma collègue Daniel Obono. France Service, c'est quand même l'idée qu'on a un accompagnement physique absolument partout sur le territoire, sur nos services publics. 2700. Oui, mais il y a 2700 maisons de services publics, mais vous savez très bien, Monsieur Weisberg, que c'est pas pareil une maison de services publics généraliste. Mais c'est une bonne idée, et de vrais services publics. C'est un pis-aller qui peut parfois plutôt fonctionner dans certains endroits. Mais il y a mieux à faire que ça. Il y a à redonner vraiment les moyens aux services publics d'accueillir partout et en tout lieu. Moi, je viens d'un département rural. Oui. On voit se fermer les perceptions, on voit se fermer les bureaux de poste, on voit se fermer les petites écoles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a un recul par rapport aux citoyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès directement à leurs services publics. Nous, ce que nous proposons, c'est justement d'y revenir. Et après, vous parliez tout à l'heure pouvoir d'achat et salaire. Il y a autre chose, il y a l'augmentation du coût de la vie. Et il y a eu très peu d'annonces faites hier par Monsieur Macron. Il y a quand même eu 2 annonces qui, moi, m'inquiètent particulièrement. Vous attendrez le discours du Premier ministre. Oui, mais il y en a quand même eu 2, Monsieur Bourdin. Il y en a quand même eu 2 que j'ai entendu, en tout cas. Il y a eu la confirmation de l'augmentation de 10% du tarif de l'électricité, alors que elle a déjà augmenté de 25% l'année dernière. Et puis, Monsieur Macron a également dit que les franchises médicales allaient doubler. Donc là, on a comme annonce... De 50 centimes à 1 euro. Oui, elles vont doubler, et de 1 euro à 2 euros pour les consultations. On sait qu'il y a déjà énormément de nos concitoyens qui renoncent aux soins. Voilà, la réponse à la question que vous posiez. Si, en grande partie, c'est pas parce que vous augmentez de 50 centimes. Parce que les mutuelles coûtent cher. C'est au contraire, c'est justement, c'est des milliards, ça, si vous voulez augmenter. Messieurs, je suis obligé de vous arrêter parce que le temps passe. Évidemment, c'est passionnant. Et bon, il est déjà 9h57. Merci d'être venus nous voir. Dans tous les cas, tous les deux. Nous allons avec tout à l'heure, juste après les informations de 10h, nous allons retrouver Gilles Gansman et Valérie Expert qui reçoivent Laura Aguirre de Carcer et Nicole Lambert, auteur d'un documentaire sur Kylian Mbappé. Documentaire qui est, je crois, diffusé ce soir. Il est 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.